Il n'est pas interdit à un scientifique, oui, un être humain, de réfléchir sur des questions d'actualité, des questions politiques, des questions d'évolution même, oui, pourquoi pas, des questions liées à la religion également. Aujourd'hui, nous allons parler de la révision de la Constitution. Est-ce que la psychologie, le climat s'y prête justement pour parler de la révision actuellement en République démocratique du Congo? L'objectif serait quoi? Et oui, pour aboutir à quoi également? On va en parler avec M. Olivier Sambaye. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, madame. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes président du cercle axiologique qui vise justement le bon sens, on va le dire en général comme ça, l'éthique, oui, en ce qui concerne l'être humain, mais aussi les membres du gouvernement de la République, car eux sont appelés à gérer. Quand on doit parler révision constitutionnelle, est-ce que il est de bonne loi d'évoquer cette question aujourd'hui? Bon, madame, vous savez que ce ne serait pas la première fois que moi je parle des révisions constitutionnelles. Depuis 2022, j'en parle et toute l'année 2023, mes interventions dans différentes émissions, j'ai toujours évoqué la question de la révision constitutionnelle avec une approche purement scientifique et philosophique en même temps. Alors, le problème, c'est que nous devons faire un effort de mettre sur table un débat de fond purement scientifique. Parce que nous avons été accompagnés par les Occidentaux dans la rédaction de l'actuelle Constitution et ils ont appliqué des théories scientifiques mais qui n'étaient pas exposées dans la Constitution. Une théorie scientifique exploitée par les Occidentaux, l'une des théories d'ailleurs, c'est l'ethnologie. L'ethnologie, c'est une discipline scientifique qui étudie le mental des peuples, des ethnies. Alors, les Occidentaux ont étudié notre mental. Ils se sont rendus compte que l'homme congolais a une réelle volonté, un vrai sentiment d'appartenance à sa tribu, à son ethnie. Tout le monde se bombe le torse pour dire que je suis de coin X, je suis de coin Y. Alors, ce sentiment d'appartenance à une tribu donnée qui renforce les sentiments d'être ferait en sorte qu'aujourd'hui ou demain, le Congolais, dans ces sentiments-là, décide de rester seulement dans son coin plutôt que de s'ouvrir chez les autres. Alors, ayant fait cette analyse, ils n'ont pas commencé seulement en 2006-2004. C'est depuis qu'ils ont cédé ces pays en 1960 pour qu'on accède à l'indépendance. Et disons-les, rappelons-les au cours de l'histoire. C'est même mentionné dans le livre du professeur Ndaiwel, que je salue en passant, qui nous a offert une magistrale œuvre scientifique, l'histoire générale du Congo, des origines jusqu'à ces jours, en 2 tomes. Alors, il est clairement évoqué que les colons n'étaient pas aussi heureux de céder le Congo. Ils sont partis et ils cherchaient à tout prix à revenir pour atteindre les objectifs qui étaient les leurs depuis 1985, quand ils ont cédé Congo belge. Et puis, ils voulaient que le Congo soit ces pays où tout le monde pouvait venir exploiter les matières premières. Alors, du coup, ils voulaient balkaniser les pays. C'est pourquoi le mot balkanisation a commencé depuis Lumumba. La balkanisation, le complot a été déjà monté. Vous vous souviendrez des discours de Patrice Emery Lumumba. Alors, les Occidentaux ont commencé à réfléchir depuis 1960. Comment balkaniser ces pays? Et ils ont monté des stratégies. Ça a été empêché à un certain moment par Mobutu, qui a unifié le Congo par l'unité nationale. Vous connaissez le slogan de Mobutu, Papa Bomoko, Mama Boko, parce que Mobutu avait compris. Qui avait fait découvrir ça, Mobutu? Ce fut des grands penseurs qui étaient aux côtés de Mobutu. L'un d'eux, c'est Gambé Bofumwa Outadi, un grand philosophe congolais qui a révélé à Mobutu l'ethnologie. Donc, ils avaient étudié notre mentalité pour balkaniser ces pays. C'est comme Mobutu avait institué l'unité nationale avec des concepts comme authenticité, comme zaïrianisation, comme le sentiment d'appartenir à ces pays comme Zaïre. En évoluant, la faiblesse de l'État, pour entrer, ils ont utilisé un nouveau concept scientifique, la mondialisation. La mondialisation qui conduit à la démocratisation. L'écroulement des murs de Berlin, ils ont motivé des gens partout au monde, surtout en Afrique, pour qu'on puisse dire à bas la dictature, qu'on s'ouvre à la démocratie, multipartisme. Pourquoi? Pour atteindre l'objectif qui a été totalement exécuté
En 2006, l'objectif c'était de nous offrir une constitution parce qu'ils avaient accompagné. Ils vous souvenez dans l'accord de Lusaka, ils sont tous partis, Sun City, ils se réunissent, tout simplement parce qu'on voulait toutes les forces vives qu'ils acquiescent ce qu'ils avaient comme idée. À malin, malin et demi. Et malin et demi, c'est qui? Ce sont des penseurs actuels qui peuvent remettre la question sur table. Alors, c'est quoi les dangers, madame? Et pourquoi il faut réviser la Constitution? Parce que j'en parle, et moi je ne viens pas comme un novice du nouveau pour parler de cette question. J'en parle depuis 2022. D'ailleurs, bien avant d'ailleurs, mais dans les médias depuis 2022. Alors, le problème c'est quoi? Ce qui peut nous conduire à réfléchir sur le changement de cette Constitution. Moi je ne parle même pas des révisions, mais des changements. J'en parle depuis toujours. C'est l'article 217. Madame, est-ce que nous sommes sérieux? Je me pose la question de savoir ceux qui avaient même validé cette constitution, s'ils avaient réfléchi ou ils avaient été aveuglés. La République démocratique du Congo, au nom de l'unité africaine, peut arriver à céder une partie de sa souveraineté à des minorités. Donc, c'est-à-dire que le Congo peut aujourd'hui céder une partie de sa souveraineté nationale au Rwanda, à l'Ouganda, au Burundi, et qui sais-je encore, au nom de l'unité africaine. Mais est-ce qu'on est sérieux? On valide un tel article dans notre constitution. Deuxième objet, vous avez l'article 10. L'article 10 qui parle de la nationalité congolaise une et exclusive. Mais l'article 10 de la constitution promulguée en 2006 renvoie à une loi organique qui date de 2004. Jusqu'aujourd'hui, cette loi n'a jamais été modifiée, qui parle de la nationalité congolaise. Mais voilà que cette nationalité permet à quiconque qui se retrouverait sur le sol congolais de s'appeler, de se considérer comme étant congolais, simplement parce qu'il va s'attribuer une identité qui correspondrait à notre culture. Un Camerounais peut se dire que non, je suis de Yakoma. Comment est-ce qu'on peut attester cela? Et il devient totalement congolais. Il peut avancer jusqu'à devenir président de la République. Et lorsqu'on est à l'article 71 qui parle de la candidature du président de la République, le président de la République doit être congolais d'origine. Mais congolais d'origine, dans la loi organique, c'est à boire et à manger. C'est du tout et de rien dans ce qu'on appelle congolais d'origine. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu un plan d'infiltration qui a été déjà évoqué dans cet article-là, qui permettrait peut-être à ce qu'un non-congolais ou des non-congolais puissent se retrouver dans des fonctions hautement stratégiques de ces pays avec tout ce que nous sommes en train de vivre. C'est justement par rapport à cette situation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si on doit réellement réfléchir sur le plan scientifique et être ouvert à un débat de revision ou encore carrément de changement de la Constitution, il faudrait également s'assurer que ce changement-là ne puisse pas apporter d'autres problèmes au-delà des problèmes que vous soulevez. Parce que si aujourd'hui la question reste ouverte, comment mettre des barrières sur des pensées purement politiques, sur des pensées liées à la balkanisation dont vous évoquez tout à l'heure, sur des dossiers, par exemple, liés à la question de la nationalité aujourd'hui? Parce que si on doit être clair et honnête, on va le dire, aujourd'hui la question de la nationalité congolaise, elle est on ne peut plus compliquée aux personnes qui ont longtemps vécu en Europe. Ils n'ont pas forcément la nationalité congolaise. Ils peuvent avoir cette nationalité congolaise quand ils reviennent ici, mais ils ont une autre nationalité quand ils vont ailleurs. Il faudrait le dire clairement. Exactement. Et aujourd'hui, on nous présente des citoyens qui viennent gérer par exemple la chose publique au nom de la nationalité congolaise, alors que lorsqu'il y a des problèmes qui surgissent, on nous présente des identités autres que la nationalité congolaise. C'est un réel problème aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, des questions liées à la nationalité ne méritent pas aussi d'être évoquées? Ce sont des questions, par exemple, qui doivent être évoquées clairement. Est-ce que les garanties seront données de manière à protéger la République démocratique du Congo lorsqu'il s'agit de la révision constitutionnelle, ou protéger un mandat carrément, ou un régime? Bon, pourquoi cette question fait couler encre et salive? Parce qu'il y a une peur qui s'est installée. On aura révisé cette constitution déjà en 2012. Il vous souviendra de l'ouvrage de l'un des éminents constitutionnalistes que nous avons dans ces pays, le professeur Évariste Bouchab,
entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation. C'est son ouvrage paru en 2012 où il explique la nécessité de réviser la Constitution et que la non-révision de la Constitution pourrait conduire à l'inanition de la nation. La nation n'existerait plus et que ça avait coulé encre et salive et on n'avait pas révisé la Constitution. Un débat a été aussi lancé en 2014, au mois de novembre, toujours dans le cadre des révisions de la Constitution pour qu'on dote les pays de données démographiques. Encore une autre façon de peur qui s'est installée. Joseph Kabila veut s'éterniser au pouvoir. Touche pas mon article 220. On se rappellera tous du slogan qui a conduit jusqu'en 2020 avec l'accord de Saint-Sylvestre. C'est une peur parce qu'on ne se fait pas confiance du fait qu'on se connaît. Le problème, c'est que c'est la population qui ne fait plus confiance. Exactement. On ne se fait pas confiance à la population d'où émanent les dirigeants politiques. Qui accompagnent les politiques. Exactement, les scientifiques. On ne se fait pas confiance à quel point? Au point où nous ne voudrons pas ébranler l'exposé des motifs fondamentaux de cette Constitution qui évoque réellement qu'il y a eu un problème de succession. Il y a eu un problème où des personnes s'étaient érigées en dictateurs dans ces pays. Pour ne plus revenir à la dictature, il fallait faire quoi? Il fallait organiser la société pour qu'il n'y ait pas un individu qui s'accapare du pouvoir. Exactement. Et ça fait C'est partie justement de ça. Alors, jusqu'à aujourd'hui, tous les débats autour de la révision constitutionnelle, majorité, union sacrée, c'est autour de cette peur de voir le président de la République s'éterniser au pouvoir. Exactement. Parce qu'à Joseph Kabila, on craignait la modification, le déverrouillage de l'article 220. Au souvenir, il y a eu des grands constitutionnalistes qui avaient proposé même la piste de déverrouillage de l'article 220 pour élargir ou augmenter le nombre de mandats du président de la République afin que voilà, les intentions qui étaient portées, que Joseph Kabila puisse se représenter encore. Mais actuellement, qu'est-ce qu'on dit du président de la République, Félix Tshisekedi? Qu'est-ce qui est dit? Non, il veut peut-être augmenter les mandats. Vous entendrez certains au cadre de l'Union sacrée parler des 10 ans de mandats, ne pas limiter le nombre de mandats. Voilà, les débats tournent autour de cette question. Alors qu'en réalité, vous avez évoqué ici des problèmes, par exemple, liés à la souveraineté nationale, qui est un peu plus sérieuse, des questions de fond où l'on n'aborde pas. Est-ce que c'est l'approche communicationnelle qui pose problème ou des réelles réflexions sur cette matière? On se surveille. On sait qu'on peut évoquer cette question, mais on finira par évoquer la question de la durée des mandats et du nombre de mandats. Ils le savent, ils se connaissent, les politiques entre eux. Les politiciens entre eux se connaissent. On abordera cette question, on arrivera à aborder l'autre question. Alors, avant d'évoquer la question de la révision constitutionnelle, d'ailleurs la question de la révision constitutionnelle ne peut pas être évoquée parce que c'est constitutionnel. L'article 218 a prévu, où on a révisé la Constitution une seule fois. En 2011, ça n'avait posé aucun problème. C'est parce que c'était constitutionnel. Mais ici, il n'est pas seulement question de la révision constitutionnelle. Si c'était question de la révision constitutionnelle, on ne serait pas en train de passer de débat en débat pour en parler. Le président aurait proposé, l'Assemblée aurait proposé, on aurait adopté pour voir peut-être un point. Mais si ça fait débat, c'est parce que on veut parler du changement total de la Constitution pour déboucher à la 4e République. C'est pourquoi ça fait couler encre et salive, parce qu'il y a beaucoup de matières qui sont évoquées. Mais est-ce que ce n'est pas peut-être pas le climat qui n'est pas encore propice ou encore le moment, ce n'est pas encore le bon moment de parler de cela? Le bon moment, oui ou non, on ne peut pas parler du bon moment. C'est comme si on disait qu'il n'était pas tôt pour qu'on soit indépendant. Il est toujours tard, On a été assiégé, colonisé pendant 85 ans, formellement, pendant 75 ans. 75 ans de colonisation. Et depuis qu'on est indépendant, c'est la 64e année. Donc nous n'avons même pas encore atteint la durée de la colonisation. Mais regardez, des générations qui se sont écoulées. Beaucoup de gens sont morts, donc la société évolue, la croissance démographique. Ce qui veut dire que l'indépendance, on l'acquiert toujours tardivement. Alors, est-ce qu'il est tôt ou tard de parler de cette question? Il n'est ni tôt, il n'est ni tard. C'est une question qu'on peut aborder à tout moment. Mais étant donné que la Constitution est vaste, pour aujourd'hui, j'aimerais peut-être évoquer seulement 2 points, madame.
Le premier point, c'est en ce qui concerne l'article 2 de la Constitution qui parle de la ville de Kinshasa. Premièrement, le Congo est composé de 25 provinces, y compris la ville de Kinshasa. À l'alinéa 3, on dit que la ville de Kinshasa a les statuts de province. À l'alinéa 5, on dit les limites des provinces ainsi que de la ville de Kinshasa. D'une part, on attribue les statuts, d'autre part, on enlève ces statuts. Alors, on ne sait plus comprendre exactement quel est le statut de la ville de Kinshasa. Alors, s'il y a des réformes, parce que je proposerai à ce qu'il y ait vraiment un débat de fond scientifique où toutes les forces vives de la nation vont prendre part à ces débats. Qu'est-ce que je propose? Je peux réfléchir autrefois. C'est au cours des échanges avec un autre philosophe qui est en même temps philosophe et juriste, Gabriel Wemboloa. Nous avons beaucoup réfléchi avec lui autour de la question. Qu'est-ce qu'il est proposé? Il est sorti de nos échanges que le gouverneur de la ville de Kinshasa soit membre du Conseil des ministres. Comment expliquer le fait que la vitrine du pays, avec toutes les catastrophes que nous avons, le siège des institutions, est géré par quelqu'un qui ne participe pas directement aux décisions du pays qui sont prises au Conseil des ministres? Alors, pas simplement parce qu'elle a le statut de province, alors que la ville de Kinshasa a le statut de province, mais dans son fonctionnement, c'est une ville, donc c'est hybride. Si parmi les réformes, on parlerait, parce que le gouvernement parle des ministres de la ville, et que le ministre de la ville soit en même temps gouverneur, qui est nommé par ordonnance présidentielle avec tous les membres du gouvernement, mais qu'il soit les dirigeants de la ville de Kinshasa, membre du Conseil des ministres, il participe directement aux décisions, il présente la situation de la ville chaque vendredi. Il y a un ministère, gestion de la ville qu'on vient de créer, mais dont le fonctionnement n'est pas clairement défini, vous comprenez. On ne sent même pas ce qui s'est fait. Je comprends, parce que c'est une nouvelle matière, on va évaluer aussi. Par rapport à cela, c'est l'une des réformes où on peut réfléchir à tout voir. Vous voyez par exemple tout ce qu'il y a eu comme pluie, comme catastrophe, mais les vendredis, le gouverneur Bumba ne prendra pas part au Conseil des ministres. Parce que il ne peut pas, du fait, au regard de la Constitution, il n'est pas membre qui peut prendre part, alors qu'il doit présenter la situation. Ce qui explique que même si le gouverneur descend de la ville pour faire le constat, vous verrez le ministre, par exemple, des ressources hydrauliques descendre également, faire son constat, parce qu'il devra dire des choses au niveau du Conseil des ministres. Il devra dire des choses, le ministre, par exemple, de tel urbanisme et habitat doit aussi descendre sur le terrain, parce qu'il aura à parler au Conseil des ministres. Alors qu'en soi, c'est l'autorité de la ville qui doit centraliser toutes ces questions. Et au regard de cette matière-là, il faut qu'ils participent. Et les ministres provinciaux sont carrément dilués. Parce qu'en principe, c'est eux qui devraient descendre sur le terrain pour voir et communiquer. Chaque vendredi, le gouverneur doit être au Conseil des ministres. Ministre à gouverneur, on ne sait pas la dénomination qu'on peut donner. Chaque vendredi, il doit présenter la situation de la ville. Et pourquoi il n'y a pas des conseils des ministres provinciaux? Bon, le gouverneur. Ça c'est le fonctionnement. Le principe devrait s'appliquer carrément également vous comprenez que même si le principe devrait s'appliquer, même s'il y a décision, il faut que ça soit exploité ou validé par la hiérarchie. Mais lorsqu'il accède au Conseil des ministres, validé directement par le président de la République. C'est une réflexion que j'ouvre. Deuxième point, rapidement pour terminer, c'est la question des élections des gouverneurs. Pour revenir à ce que j'ai dit tantôt sur l'ethnologie. Les gouverneurs sont élus. Ils font partie de quel pouvoir? Législatif ou exécutif? Le gouverneur de province. Posons la question à tous ceux qui nous suivent. Le gouverneur est dans le législatif ou dans l'exécutif? S'il est dans l'exécutif. Puisqu'il est représentant du gouverneur, oui, du Premier ministre. Exactement. Il fait partie de l'exécutif. Mais comment il peut être élu? Aussi longtemps que la forme de l'État fait en sorte que le gouvernement soit nommé. Or, le gouverneur a pour 1+1 le ministre de l'Intérieur, 1+2 le Premier ministre, 1+3 le président de la République. Et constitutionnellement, le gouverneur est le représentant du président de la République en province. Bon, réfléchissons par l'absurde. Réfléchissons par l'absurde, madame. Comment ils peuvent représenter le président de la République? C'est constitutionnel. Alors qu'ils sont dans... C'est constitutionnel. Réfléchissons par l'absurde qu'un opposant. Ils représentent en fait le gouvernement en miniature. Gouvernement en miniature, mais il est le représentant de l'État, du gouvernement, du président de la République même. Il exécute même les décisions du président de la République en province. Réfléchissons par l'absurde. Que nous ayons dans la configuration actuelle un gouverneur issu de l'opposition, farouche. Comment il va gérer? Il va rapporter à qui? Au ministre de l'Intérieur. Il va rapporter à qui? Au Premier ministre, qui sont tous d'une mouvance politique, même famille politique.
comment la collaboration doit s'exécuter? Alors que le gouvernement, c'est la main élargie de l'exécutif. C'est le représentant de l'exécutif. Or, l'exécutif est nommé, mais lui est élu. C'est une contradiction dans la manière de présenter les choses. Alors, cela crée quoi? Dans l'ethnologie, ça crée le sentiment d'appartenance où aujourd'hui, moi, je ne peux peut-être pas aller au Maniema pour postuler. Qui va me lire là-bas? On me dira, il n'est pas de chez nous. Et chacun est exclu, il doit rentrer chez soi. Exception faite à ceux qui sont restés longtemps comme Condé Vilakika dans les mémoires. Il s'est fait gomatracien alors qu'il était du Congo central. Longtemps comme Moukamba Kadia Tanzeba Jonas avec ses affaires à l'Équateur. Mais des petites exceptions. Et pour être élu, c'est très compliqué. Or, il faudrait que l'exécutif soit élargi jusqu'au niveau des provinces pour revenir à ce que Mobutu avait réussi, l'unité nationale. Mais il y a aussi un risque. Parce qu'on ne peut pas proposer pour proposer, il y a un risque. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est qu'il y ait une seule tribu qui dirige toutes les provinces. C'est ça les risques. Alors, il faudrait mettre en place des garde-fous pour qu'il n'y ait pas une seule tribu. Alors, à la majorité, à l'opposition, tous les débats autour de la question. Si vous voulez changer des constitutions, ayez deux garanties. C'est ma proposition. Avant de réunir toutes les forces vives, première garantie, que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi fassent une déclaration, une convention claire, de telle sorte que lorsqu'on va changer les constitutions, prochaines élections, qui ne se représentent pas, ils peuvent attendre peut-être les prochaines échéances électorales. En ce moment-là, la question sera mise sur table, toutes les forces vives, scientifiques, et là, personne ne va... Vous ne verrez plus personne à la télé, madame. La moitié de la réflexion scientifique, justement, les mauvais téléspectateurs, restez ouverts au débat, oui, un débat scientifique. C'est toujours important parce qu'il faudrait faire travailler également l'esprit et s'ouvrir à d'autres possibilités. La question reste sur la table, oui. Les scientifiques sont également appelés à réfléchir. Vous qui rentrez souvent, vous laissez carrément, il faudra le dire, votre place aux politiques, en lieu et place de vous, scientifiques, de vous mettre devant de la scène pour réfléchir, également partager ces réflexions avec la population congolaise. Ce sera une très bonne chose. Je vous dis grand merci. C'est toujours un réel plaisir de partager ce plateau avec vous, M. Olivier Sambay. Merci beaucoup, madame. Le plaisir est partagé. Également à vous, aimables téléspectateurs, c'était un réel plaisir. On se retrouve très prochainement. La grande édition du journal, c'est dans quelques instants avec Christopher Ochokoum. Et nous, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir.